Notre invité ce matin, François Fillon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'ai lu avec attention votre discours de Sablé-sur-Sarthe. Je suis prêt, dites-vous, prêt à être président de la République. On vous a pas posé la question pour un seul mandat ou pour 2 mandats? J'ai toujours dit que je voulais faire qu'un seul mandat. Un seul mandat. Pour une raison simple, la principale raison, c'est que je pense que le pays est tellement difficile à réformer, qu'il y a un effort tellement considérable de transformation économique et sociale à conduire, qu'il faut donner toutes les forces immédiatement, ne pas se préoccuper un seul instant de sa réélection, et laisser dans l'histoire la trace de celui qui a fait des réformes. Et la seule façon de le faire pour moi, c'est de ne faire qu'un mandat. Parce qu'Alain Juppé a dit la même chose, on attend Pour des Nicolas raisons Sarkozy, différentes. pour des raisons différentes, pour des raisons d'âge. Je pense. On attend Nicolas Sarkozy, la question ne lui a pas été posée, j'espère qu'elle lui sera posée. Je ne veux pas que mon pays soit livré aux démagogues. Oui, je crois que c'est le sujet de la campagne d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui des responsables politiques qui axent toute la campagne sur la question de la sécurité, comme si le chômage et la dette n'existaient plus. On voit des responsables politiques qui proposent des solutions dont tout le monde sait qu'elles sont irréalistes et qu'elles sont impossibles à mettre en œuvre. Donc moi, je veux lutter contre cela. Je veux proposer au pays un projet qui soit un projet à la fois ambitieux mais réaliste. Je suis le contraire d'un démagogue et je l'ai toujours été. Je vais y revenir. Est-il vrai que vous aviez pensé être candidat en 2012? Mais en 2012, une grande partie... Vous avez pensé être candidat? Enfin, j'ai pensé être candidat. Une grande partie de la majorité de l'époque, ou en tout cas une partie de cette majorité, me le demandait. Pensait que Nicolas Sarkozy ne serait pas réélu. Il y avait des sondages tous les jours qui montraient un écart considérable entre le Premier ministre et le Président de la République. Vous êtes effacé. Je n'ai jamais pensé être candidat parce que j'ai toujours été loyal. J'étais le Premier ministre choisi par le Président de la République. Je pense en plus que dans le fonctionnement de nos institutions auxquelles je suis particulièrement attaché, il ne peut pas y avoir un combat entre le Premier ministre et le Président de la République. Donc j'ai été loyal et discipliné. Simplement, je dis aujourd'hui, je pense que j'aurais pu gagner l'élection de 2012, voilà. Et j'ai été loyal, discipliné. Donc vous pensiez déjà être président de la République en 2012. Aujourd'hui, j'ai repris ma liberté et je me suis engagé dans le combat pour mes convictions. Élection présidentielle déjà réduite aux enjeux sécuritaires. Vous le regrettez? Il ne le faut pas. Et vous le regrettez vraiment? Je me battrai pour. Les enjeux sécuritaires sont très importants. Et je fais des propositions qui sont très radicales sur la question de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme. Mais en même temps, j'étais la semaine dernière avec des agriculteurs, des éleveurs laitiers dans la Sarthe qui, à 50 ans, produisent 490 000 litres de lait et se paient 500 € de salaire par mois. Il y a des artisans tous les jours qui sont étranglés par le RSI. Il y a 6 millions de chômeurs, il y a 200 milliards de dettes. On va pas quand même résumer l'élection présidentielle à l'élection d'un super ministre de l'Intérieur. On a besoin d'un président de la République qui guide le pays vers une transformation économique et sociale. Tiens, petite parenthèse sur le lait. Est-ce que Lactalis doit faire un effort? Oui, bien sûr. Enfin, il y a 2 choses. Et proposer un prix décent. Il y a 2 choses. La France doit faire un effort en baissant ses charges. Les Allemands produisent du lait à des prix beaucoup plus bas que nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont moins de charges, parce qu'ils ont moins de dépenses publiques. Et ça nous ramène au débat fondamental que j'ai lancé déjà depuis 3 ans sur la liberté, sur la libération de notre économie. Mais en même temps, aujourd'hui, Lactalis ne doit pas laisser crever des producteurs qui vont disparaître. L'exemple de celui que je vous citais, c'est un couple, c'est des gens modernes, ils ont investi dans un robot de traite, c'est pas du tout des agriculteurs dépassés. Bon, ils vont pas continuer comme ça à vivre avec 500 € par mois. Au moins 30 centimes voilà, le litre de lait. En dessous de 300 € la tonne. C'est impossible aujourd'hui en France, compte tenu des charges, compte tenu de l'environnement, de vivre correctement. Si vous ajoutez à ça le fait que c'est pas de la faute c'est de la faute de personne, mais qu'il va y avoir une récolte de céréales épouvantable, les agriculteurs vont vraiment être pris à la gorge. Je suis gaulliste, dites-vous. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine le général de Gaulle mis en examen? Cette phrase prononcée hier a fait beaucoup de bruit, évidemment. Alors je vous pose une question directe. Elle s'adresse à Nicolas Sarkozy? Elle s'adresse à tout le monde. Elle s'adresse à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a une dégradation de la vie publique. Il y a un problème de probité et ensuite il y a un problème de fonctionnement de nos institutions. Il y a un problème de probité.
De probité où? Il y a un problème de probité partout. Vous avez des ministres qui ne paient pas leurs impôts, vous en avez qui ont des comptes en Suisse, vous avez 18 millions à l'UMP qui ont disparu et que personne n'a jamais retrouvé. C'est quand même des sujets qui sont le signe d'une dégradation morale, d'une dégradation de la vie publique. Et moi, ce que j'ai voulu dire en faisant référence au général de Gaulle, c'est que si j'étais président de la République, je ferais fonctionner les institutions avec un souci prioritaire d'exemplarité et de probité. Je pense que les responsables politiques ne peuvent pas s'asseoir sur la loi, ne peuvent pas se considérer comme au-dessus de la loi. Sinon, comment pourraient-ils rétablir l'autorité dans le pays? Et c'est ce que j'entends partout. J'ai fait tout le tour de France pendant 3 ans, c'est ce que j'ai entendu partout. J'ai entendu des hommes et des femmes qui me disent commencez par respecter la loi dans tous ses aspects. Supprimer les cortèges, supprimer les privilèges. Si vous voulez nous imposer votre autorité, soyez exemplaires. Donc un responsable politique mis en examen ne devrait pas pouvoir se présenter à la présidence de la République. C'est le choix de chacun, et moi je ne porte pas de jugement sur le passé. Je vous dis ce que je ferais. Moi je vous pose la question. Si j'étais président de la République, je ferais en sorte que vous êtes candidat, vous seriez mis en examen. Est-ce que vous seriez candidat? Non, je ne serais pas candidat. Non. Non, certainement pas. Mise en examen pour des raisons morales. Non, mais certainement pas. Pour des raisons éthiques. Pour une raison, pour le fait que vous ne pouvez... Pourquoi vous ne seriez pas candidat? Parce que je pense, moi, c'est mon choix personnel. Je n'attaque personne. Vous n'attaquez personne. Je donne. Qui est mis en examen aujourd'hui? Qui est mis en examen aujourd'hui? Je donne mon opinion. Si j'étais mis en examen, je considérerais que je ne suis pas en mesure d'assurer la direction du pays dans des conditions exemplaires. Donc c'est une question morale. Oui, c'est une question morale, bien sûr. Et qui est mis en examen? Il y a beaucoup de gens. Nicolas Sarkozy, parmi les candidats à la primaire, il n'y en a qu'un. Des Républicains. Oui, non mais d'accord, mais ne tournons pas autour du pot. Je ne tourne pas autour du pot, je dis simplement que s'il y en a qui sont visés, c'est leur sujet, c'est leur problème. Mais que chacun balaye. Est-ce que Nicolas Sarkozy aurait dû renoncer? Mais c'est à lui, c'est pas la question que je pose. Je me projette dans l'avenir. D'ailleurs, dans cette phrase, qui est une phrase double, j'évoque un deuxième sujet qui est la conception du pouvoir. Je dis que depuis quelques années, nous avons des présidents de la République qui interviennent à tort et à travers, qui empiètent sur le rôle du gouvernement, qui empiètent sur les fonctions du Vous en avez souffert. Telles qu'elles sont. Vous en avez souffert. C'est pas une question d'en souffrir. Il y a une constitution qui a été voulue par le général de Gaulle et par les fondateurs de la Ve République pour faire un équilibre. Il y a un président de la République qui est un arbitre. Et il y a un Premier ministre et un gouvernement qui gouvernent devant un Parlement qui est élu démocratiquement. Bon, eh bien, ces institutions doivent être respectées, ou alors il faut les changer. Et moi, je dis que si j'étais président de la République, je ferais respecter le fonctionnement des institutions. Alors, j'ai lu donc avec attention votre discours. Vous proposez un gouvernement resserré, 15 ministres. Vous dites il faut absolument rétablir une égalité des régimes sociaux entre public et privé. Vous dites aussi laissez-nous travailler, libérez-nous des contraintes, des normes inutiles, des charges exorbitantes. C'est un peu le cœur de votre projet. Bien sûr, c'est ce que j'appelle depuis 3 ans la bataille pour la liberté. J'ai entendu dire que la liberté, c'était pas un sujet, que les Français n'aimaient pas la liberté. J'ai même entendu un candidat à la primaire qui explique que le problème, c'est pas la liberté, c'est la régulation. Mais il y a besoin de liberté. On est dans un pays où... et ça nous ramène d'ailleurs aux agriculteurs que j'évoquais tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de revenus? Parce que les 3/4 de leurs ressources passent en charge en impôts et en application de normes qui sont des normes excessives. Donc il y a besoin de libérer le pays. Oui, le cri des Français, c'est on en a assez de travailler pour ceux qui ne travaillent pas. On en a assez de travailler pour financer un système social qui n'est ni juste ni efficace. C'est un cri général, c'est un cri de colère. Eh bien, il faut y répondre. Est-ce que l'habileté de François Hollande ou l'énergie de Nicolas Sarkozy peuvent tenir lieu de projet? C'est ce que vous posez comme question. Je dis qu'un paysan sartois se poserait la question de savoir si l'habileté et l'énergie sont suffisants pour redresser un pays au lieu et place des convictions et du projet. Voilà, il faut des convictions et il faut être
permanent dans ses convictions. Moi, j'essaye de ne pas changer d'avis sur tous les sujets. Je le dis dans le discours que j'ai fait hier à Sablé, sur les questions notamment de sécurité, sur la lutte contre le totalitarisme islamique. J'ai jamais changé d'avis. Je dis la même chose depuis 4 ans. Mais vous me ramenez sur le sujet, là. Vous me ramenez sur le sujet. Il faut une alliance avec les Russes. Il faut parce que le mot identité est utilisé de tous côtés. Vous le dites aussi. Il est utilisé à tort et à travers de tous côtés. Il est utilisé par des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Voilà, c'est-à-dire que le débat sur l'identité, dans une situation où nous sommes attaqués, puisqu'on est dans une situation au fond d'attaque qui ne d'ailleurs concerne pas que la France, qui concerne une grande partie du monde. Je dis dans ce discours qu'on n'imagine pas trop le général de Gaulle et Churchill attaqués par le nazisme, s'asseoir sur une chaise en disant quelle est l'identité de la France et quelle est l'identité de l'Angleterre. On est dans une bataille, il faut se battre, et il faut se battre sur la souveraineté. Et je trouve que ce qui définit la France, c'est la bataille pour la souveraineté. Depuis la création de la France, il y a le baptême de Clovis à Reims, tous les pouvoirs se sont battus pour la souveraineté nationale. Et je pense que notre identité, c'est notre souveraineté. Vous dites que ce n'est pas en proposant, après chaque attentat, le vote de nouvelles lois pour remplacer celles qu'on n'applique pas, que l'on assurera la sécurité. Bien sûr, bien sûr. Vous avez un exemple que je défends depuis des semaines et des semaines. Vous avez dans le code pénal un article qui permet de condamner jusqu'à 30 ans de prison toutes les personnes qui entretiennent des relations avec l'ennemi, ce qu'on appelle l'intelligence avec l'ennemi. Cet article n'est pas appliqué. Il n'est pas appliqué avec des mauvaises raisons, pour des mauvaises raisons juridiques. Ça veut dire que si on le voulait, on pourrait condamner à des peines de prison très lourdes les personnes qui se rendent en Syrie et qui combattent avec l'État islamique. Ceux qui ont des rapports en permanence avec les recruteurs de l'État islamique. Ça supposerait une volonté politique, donc que le gouvernement donne des instructions au procureur pour qu'il réclame la mise en œuvre de cet article, et ça supposerait d'avoir des magistrats, un nombre de magistrats suffisant pour traiter les affaires. Il y avait autrefois dans le système judiciaire français une cour de sûreté de l'État, justement pour faire face à ces difficultés. Je ne réclame pas sa rétablissement, mais je réclame qu'on multiplie par 10 ou par 20 le nombre des magistrats du pôle antiterroriste. Le président de votre parti, le nouveau, par intérim, Laurent Wauquiez, propose, lui, d'interner tous les fichiers S. Eh bien, je me battrai toujours contre cette solution, qui est une solution qui est contraire à toutes les valeurs qui fondent mon engagement politique. On ne va pas s'asseoir sur des principes essentiels des droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'homme, de la Constitution de la Ve République, parce que on est attaqué par des barbares qui justement veulent la fin de la démocratie et de la liberté. C'est le général de Gaulle qui a fait inscrire dans la Constitution le fait que personne ne peut être privé de sa liberté sans jugement. Vous croyez à l'impartialité de Laurent Wauquiez, qui a déjà pris position pour l'un des candidats à la primaire? Franchement, est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est sain? Je connais bien Laurent Wauquiez. Il a été candidat avec moi à la présidence de l'UMP en d'autres temps. J'espère qu'il aura la force de caractère de tenir les équilibres. En tout cas, c'est très important parce que la situation du pays est difficile. On fait face à des crises économiques, sociales et en même temps internationales. Franchement, on n'a pas besoin en plus d'avoir une élection primaire qui soit une élection primaire déséquilibrée. Un restaurateur de Tremblay en France a renvoyé 2 clientes samedi au prétexte qu'elles étaient voilées en lançant « Tous les musulmans sont terroristes ». Il s'est excusé hier auprès des musulmans de Tremblay. Est-ce qu'il doit être sanctionné à vos yeux? Ah bah, il doit être sanctionné si la justice le sanctionne, c'est-à-dire si les personnes en question portent plainte contre lui. La loi en France ne permet pas à un restaurateur de refuser des clients en fonction de leur tenue vestimentaire. Alors je comprends l'exaspération, on sent bien cette exaspération monter. C'est d'ailleurs pour ça que les responsables politiques doivent être calmes et sereins. Si les responsables politiques attisent le sentiment qu'ont les Français que l'ensemble des musulmans représentent un danger terroriste pour le pays, alors on va vers une forme de guerre civile. Et c'est justement ce que veulent les terroristes. C'est pour ça que je pense que dans l'élection présidentielle, la question de la sérénité, du calme, de la distance, de la hauteur de vue, de la vision est absolument fondamentale. À propos de Burkini, Manuel Valls affirme que la suspension par le Conseil d'État de l'un des arrêtés pris par les maires ne clôturait pas le débat. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, parce que il y a 2 façons de voir le sujet. Ou bien on le voit comme
le voile étranger, les gens qui nous regardent en disant quel débat ridicule en France par rapport, on va pas réglementer la tenue des gens sur les plages, ou alors on le voit par rapport à l'attaque qui est menée contre nous par les totalitaires islamiques, qui cherchent en permanence des symboles pour déstabiliser notre société. Donc sur ce sujet, je serais plutôt d'accord avec Manuel Valls. Contrôle administratif du culte musulman, aujourd'hui réunion autour de Bernard Cazeneuve. Alors, comment former les imams comment financer les mosquées La première chose à faire, je crois, c'est de réformer le CFCM, c'est-à-dire l'organisme qui est censé représenter les musulmans, le culte musulman. Pas les musulmans, mais le culte musulman. Il faut le réformer. Il a été fondé sur des mauvaises bases. Son système d'élection est mauvais, et donc il faut que la religion musulmane soit représentée par des personnes qui aient une autorité morale, une autorité spirituelle qui soit forte. La deuxième chose, il faut interdire les financements étrangers. C'est pas possible. Vous savez, ce sont des débats qu'on a eus à propos de l'Église catholique, qu'on a eu à propos de l'Église protestante, qu'on a eu à propos des Juifs, à propos des bouddhistes. Le troisième sujet, la question n'est pas la formation des imams, la question c'est d'interdire les prêches qui sont contraires aux valeurs républicaines. Si un imam prêche dans une mosquée, c'est d'ailleurs pour ça que je réclame des prêches en français, si un imam prêche le djihad, eh ben, il n'a pas sa place et il doit être immédiatement soit expulsé, soit sanctionné s'il est français. Vous êtes le candidat de la raison, François Fillon, dans cette primaire. Je suis méfiant à l'égard des passions et je pense que la raison, c'est une... D'abord, je pense que c'est une vertu française. Oui. C'est une vertu. Mais la passion, c'est quoi? On s'emporte quand approche une élection. On a des passions personnelles. Oui. Mais s'agissant du gouvernement de la France, c'est la raison qui compte. Et pour moi, la raison, c'est deux références. Au fond, c'est les philosophes qui incarnent cette raison, Diderot, Voltaire, etc. Mais c'est aussi les gens de l'Ouest au contact desquels j'ai été formé, ce que j'appelle d'une manière réductrice le paysan de l'Ouest. Pour qui la raison s'appelle le bon sens, en fait. Oui, le bon sens. Pas toujours partagé. Est-ce que vous trouvez, là, début en fanfare, de la primaire des Républicains, pendant tout le week-end, vous avez entendu les phrases des uns et des autres. Vous-même, vous avez nourri. Il y a un débat et c'est normal. C'est normal. C'est normal parce que j'ai entendu Nicolas Sarkozy ce matin dire « Ah non, mais je n'entrerai pas dans ces débats, je ne répondrai pas, je trouve ça dérisoire. » Bien sûr, je suis l'ancien président de la République et donc je suis au-dessus de l'ensemble de ces débats. Pourtant, la primaire, elle est faite pour trancher des questions fondamentales. La question que j'ai posée sur l'exercice du pouvoir, est-ce que le président de la République est un PDG ou est-ce que c'est l'arbitre que la Constitution a voulu? Est-ce que le Premier ministre dirige le gouvernement? Est-ce que le Parlement a encore un sens dans notre pays? Ça, c'est des questions que je vais poser et personne ne m'empêchera de le faire. Personne ne vous empêchera, même si parfois l'affrontement sera rude. Oui, mais enfin, il reste dans c'est un affrontement démocratique. Beaucoup vous reprochent d'être toujours sur la réserve, d'être toujours justement dans la raison. C'est pour ça que je vous... Mais je suis dans la raison en posant les questions que je suis en train de poser. Oui. Vous aviez préparé votre petite phrase concernant la mise en examen? Oui, ça j'imagine. Mais en l'écrivant, vous vous êtes dit, ça va faire du bruit, ça va être repris. Ne me pose pas des questions comme ça. Non. Je dis ce que j'ai envie de dire, et ce que je pense, et ce que je ressens. Voilà. Vous saviez bien en l'écrivant. Je passe pas par des cabinets de communication où je fais pas écrire mes discours par des collaborateurs, parce que je pense que dans une élection présidentielle, il faut dire tout ce qu'on a sur le cœur. Il faut dire tout ce qu'on a envie de dire. Là, vous avez dit ce que vous aviez sur le cœur. Voir que mon pays est aujourd'hui un pays qui considère comme presque anecdotique les questions de morale publique, c'est quelque chose qui me choque. Vous pensez que certains candidats pensent que ces questions-là sont des questions anecdotiques? Pas seulement certains candidats, le système médiatique. Bien sûr, regardez les réactions. Et le système politique. Et le système politique. Bien sûr. Comment les réactions de ce matin, c'est-à-dire? C'est-à-dire que voilà, on se dit quand même, c'est très violent, tout ça. Alors que la question qui devrait se poser, c'est pas est-ce que c'est violent, c'est est-ce que c'est vrai. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Si c'est vrai, alors il faut résoudre. Est-ce qu'une mise en examen doit empêcher un candidat d'être candidat? Est-ce qu'il n'y a pas un effort de moralité, d'éthique et de probité pour répondre au sondage que vous avez commenté ce matin, qui montre que la majorité des Français pensent que finalement droite et gauche c'est la même chose? Oui. Dernier mot.
Dernier mot, vous dites, c'est la rentrée scolaire cette semaine, vous dites, je mettrai fin aux enseignements de langue et de culture d'origine, c'est-à-dire Vous savez que pour des raisons historiques, on a dans notre pays des enseignants qui sont recrutés et financés par l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, etc., qui viennent dans les classes primaires enseigner les langues d'origine, donc l'arabe et la culture d'origine. Bon, c'était un système qui avait du sens dans un mécanisme d'intégration dans une France qui n'était pas soumise aux tensions d'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on a des jeunes Français qui maîtrisent pas la langue française, qui maîtrisent pas la lecture. On a un énorme problème d'intégration. Il faut arrêter ça. Et il faut mettre le paquet sur l'apprentissage du français. Il faut mettre le paquet sur l'apprentissage des langues européennes. On supprime les classes européennes et en même temps, on maintient les langues et cultures d'origine. Je pense qu'il faut arrêter. Il y a une bataille pour l'assimilation, pour l'intégration, qui doit être conduite et elle commence à l'école. Merci François Fillon, 8h56.